Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 144 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, 5e numéro de notre top 100, la C-Lab. Donc, effectivement, la C-Lab, notre top 100 des joueurs de 2023. Une série de podcasts au cours de laquelle nous construisons ce classement petit à petit. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, on pioche 5 noms au hasard à partir d'une playlist et on les rajoute au classement. Donc pour l'instant, on a fait 4 épisodes, donc pour l'instant, on a un top 20. Et à la fin de celui-ci, ce 5e numéro, nous aurons un top 25. Et donc, pour ce faire, nous recevons quelqu'un qui est un grand habitué du Basket Lab, mais aussi des classements du Basket Lab, puisqu'aujourd'hui, nous recevons Jérémy de QI Basket, Jérémy le grand boss de QI Basket, qui était déjà venu nous aider l'été dernier sur la centaine et qui donc vient pour ce top 100 de 2023. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 5e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre 5e numéro de la C-Lab, déjà 5e, et on reçoit un grand habitué des classements du Basket Lab. On reçoit Jérémy. Comment ça va, Jérémy ? Ça va bien et toi ? Ça va, t'es pas trop dépaysé pour la C-Lab après avoir fait la centaine ? Ouais, non ça va, je me suis bien entraîné l'été dernier, donc là je me sens prêt. T'es Surtout rodé. que j'ai des noms plutôt rodés, plutôt pas mal les noms que tu m'as donnés. Je suis assez content, donc on va y aller. Hein. Tu as une grosse cuvée, oui, effectivement. Alors Jérémy, le grand boss de QI Basket, quelle est un peu l'actu de QI Basket en ce moment ? Je crois qu'il y a des articles et ça vient un peu tous de Hazard, non ? Ouais, c'est un peu l'idée. Je crois qu'il y a essentiellement des articles d'Azad et puis de temps en temps, j'en mets un au milieu, mais là je sens mon activité qui décline de semaine en semaine. Ah si, quand même, l'article que t'as fait récemment sur analyser le sport et l'intangible aussi. Voilà, c'est le dernier truc que j'ai fait. Ça date quand même d'il y a plusieurs semaines, donc c'est pour ça que j'ai pas osé me mettre comme un actif sur le moment. Mais ouais, c'est le dernier truc que j'ai fait et normalement j'aurais dû enchaîner avec quelques autres, mais c'est dur hein, le mois d'août. Les vacances, c'est les vacances. C'est ça. Et est-ce qu'on peut s'avancer en disant que sur les previews en septembre, octobre peut-être, il y aura du Twitch, on s'avance ou un peu trop ? Alors, on s'avance peut-être un peu trop, ouais. On s'avance un peu trop pour le Twitch. Il y aura les previews à partir de mi-septembre, normalement, comme tous les ans. Après, sur la partie Twitch, à quel moment ça va commencer ? C'est l'année dernière, c'était arrivé un petit peu du jour au lendemain. Donc, j'ai pas d'annonce là-dessus à faire, malheureusement. Pas d'annonce, mais si vous voulez mettre la pression sur Jérémy et sur N5 et sur toute l'équipe de QI Basket, allez-y, harcelez-les. Avec la pression sociale, ils vont devoir le faire. C'est ça. Tu demanderas à N5 quand tu le recevras. Oui, c'est bientôt d'ailleurs, c'est très bientôt. Bref, donc la C-Lab, notre classement, notre top 100 des joueurs de 2023, avec le même format que la centaine. Donc c'est-à-dire, on a une playlist, on prend des noms au hasard, on les classe. Le format, toi, tu le connais plutôt pas mal. Hein. Tu as fait partie de la rotation principale du classement du top 100 des années 2010, de l'été dernier. Mais bref, donc aujourd'hui, nous avons pas mal du beau monde, hein, on peut le dire. On a du Russell Westbrook, on a du Aaron Gordon, on a du Rudy Gobert, puisque tu es notre référent Rudy Gobert hein, sur le Basket c'est Lab. ça. Je suis Rudy Gobert à faire désormais. Kawhi Leonard et Malcolm Brogdon, donc plutôt une bonne cuvée. Mais avant ça, est-ce que tu as des remarques sur le classement actuel ? Pour l'instant, on a un top 20. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent ? Non, je trouve plus limpide que celui de la centaine parce qu'il n'y a pas cette notion de valeur cumulée qui vient se mettre au milieu. Éventuellement, ce qui m'a étonné, c'était le classement de Jeremy Grant. Je sais qu'il n'a pas une grande popularité, mais j'étais étonné de le voir derrière des joueurs avec un rôle plus exigu comme Kentavious Caldwell-Pope par exemple.
Mais sinon, rien qui m'ait particulièrement choqué et qui m'ait fait dire ah non mais là il y a au moins 3 ou 4 places d'écart avec ce que j'aurais mis moi. Donc non, pas spécifiquement. Ok, ouais, j'avoue que Jeremy Grant, il a baissé petit à petit. Il était au premier épisode et j'étais un peu de... je l'avais mis devant Kyle Anderson, par exemple, sur le côté un peu création, scoring individuel, par rapport au côté role-player de luxe. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Mais toi, tu dis que finalement, il est peut-être un peu trop bas au final, quoi, actuellement. Bah, je pense qu'il pâtit déjà du fait dans une équipe qui a à peu près rien joué pendant 30 ou 40 matchs. Ouais. Mais je trouve que, ouais, après, ça dépend quelle valeur on donne, effectivement, au role-player de luxe versus une seconde option pas exceptionnelle. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression quand même qu'en termes d'envergure, aujourd'hui, Jeremy Grant est un petit peu au-dessus de certains des joueurs en dessous desquels il est classé. Ouais. Jeremy Grant 17e actuellement du classement, mais surtout derrière donc un peu le groupe de Marcus Smart 10e, Kyle Anderson, Harrison Barnes 14e, KCP 15e et Grant Williams 16e. C'est vrai qu'on est sur une bataille de... Quoique en plus, c'est vrai, il est pas non plus que pull-up, création pure. Jeremy Grant, on a vu que genre plus de 70% de ses paniers sont assistés, il y a du catch and shoot, etc. Et peut-être il peut se frayer un chemin vers le cercle aussi, ça, éventuellement. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être que c'est un côté role-player dans une mauvaise équipe, enfin role-player, joueur de complément, mais comme c'est dans une mauvaise équipe, peut-être qu'on le voit moins, mais qu'en fait on pourrait effectivement le remonter parce que mine de rien, il y a un peu plus de création et d'efficacité. Ça peut s'entendre. Ouais. Après, à charge aussi contre lui, c'est peut-être un joueur qui était normalement dans son rôle idéal de role-player et qui a tellement voulu être plus que ça que bah, forcément il perd en efficacité et du coup bah, on a tendance un peu à le dégrader. Je sais pas trop, mais ouais, effectivement, de le voir par exemple accolé à Quentin Grimes, je me dis il y a quand même un écart de rôle assez important entre les deux joueurs. C'est vrai. Ok, bah je continue à récolter les opinions. Et sur le haut du classement, qui a pas mal changé la dernière fois, puisqu'on a classé Tatum et Harden, l'épisode juste avant, et on a fini par avoir Tatum 1 et James Harden 2, donc devant des Trae Young, Paul George ou Bradley Beal. Comment est-ce que tu te positionnes comme ça sur ce côté James Harden assez haut, finalement ? Bah, là, tu parles à quelqu'un qui est très fan de James Harden. D'accord. Donc peut-être que je suis pas objectif, mais j'ai l'impression que son niveau de création, même si effectivement en scoring, il y a quand même une régression certaine cette saison, dans ce qu'il apporte à la création, là dans cette liste, il est quand même très au-dessus, j'ai l'impression, des autres. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, la création pour autrui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important en NBA, ou en tout cas ce qui a le plus de valeur. Du coup, même si on pourrait effectivement dire qu'aujourd'hui, quand on prend un scoring, il est derrière des Trae Young ou des Paul George. Le fait qu'il apporte cette création de niveau élite, moi j'ai la sensation que ça justifie qu'il soit là deuxième, sachant qu'il y a encore quand même beaucoup de gros noms qui vont arriver et qui vont s'intercaler entre les deux. Oui. Et Paul George, Bradley Beal, il y a un côté plus complet, mais saison pas efficace, donc peut-être une autre année où ils auraient été plus efficaces, il y aurait une meilleure candidature, mais ok. Et sur le côté best of the rest, du coup, bon alors, un peu de ma faute, je t'ai pas envoyé la liste avant. C'est ça, je viens de la découvrir. On a déjà argumenté pour Trey Murphy, Franz Wagner, DeAngelo Russell normalement. Est-ce que dans la liste que je viens de t'envoyer, du coup, my bad, est-ce qu'il y a des noms qui te choquent un peu ? Alors moi, effectivement, je te disais qu'il y a un peu le nom de Rob Williams. Alors l'explication, c'est effectivement cette blessure au genou qui est lancinante et qui vient un petit peu réduire aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. Malgré tout, là encore, quand je vois des joueurs avec, je trouve, des rôles beaucoup plus limités comme Quentin Grimes, je me demande s'il y a pas moyen qu'aujourd'hui quand même Rob Williams, avec ce côté dissuasion dans la raquette, ait pas plus de valeur que certains role-players qui auraient aujourd'hui craqué le top 100. Ouais. Je pense qu'il va falloir voir de toute façon au fur et à mesure de l'avancée de ce classement, et probablement qu'il y a des noms qui vont rentrer où ça va devenir assez facile de se dire ah bah tiens, par rapport à lui il y a quand même des rôles similaires et j'aurais peut-être plus rentré Rob Williams que non X à venir. Mais sinon il n'y a pas de choc là en les voyant. Il y a de très bons joueurs dans ce best of the rest. Mais il y en a aussi dans la pré-liste. C'est ça, voilà, c'est pour ça. Et comme je l'ai pas non plus sous les yeux, c'est difficile de dire tiens, lui je vais à tout prix le rentrer, quoi. Pour te dire, Rob Williams, c'est le côté 35 matchs à peine sur la saison est un peu dérangeant, mais surtout il a
il a un peu aussi perdu le statut, alors affecté par la blessure, hein, je pense aussi, mais non seulement lui il était pas top physiquement, mais en plus il est repassé de 29 minutes par match, quasiment 30 à peine 23, parce que Mazzulla aime bien le spacing et que Mazzulla aime bien le 5-out tout le temps, donc rôle réduit à cause de ça, à cause du spacing, à cause des blessures. Mais ouais, au final, ça pourrait peut-être valoir le coup qu'on le classe avec une petite astérisque du genre bon ben on le classe pas vraiment, mais où est-ce qu'il pourrait être, quoi. Ouais, mais il subit un peu finalement la même chose que Grant Williams. Hein. J'ai l'impression que l'arrivée de Mazzulla, c'est pas évident pour lui non plus. Ouais. Donc ouais, à voir. Mais non, sinon, écoute, j'ai pas de nom sur lequel j'ai envie de taper du poing sur la table et de dire Franz Wagner, il faut qu'il rentre à tout prix. Ok. Eh bien, je note. Je vois pas Markel Fultz dans ton Best of the Rest, donc je présume qu'il a fait la playlist. Non, du coup. Non. Donc, il est dans le Best of the Rest. Vas-y, argumente pour Markel Fultz, que tu m'avais réclamé. Non, mais alors, Markel Fultz, moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé et j'ai attendu qu'il ait enfin une saison un petit peu complète pendant longtemps. C'est enfin arrivé cette saison où il revient après une vingtaine de matchs, bon, d'une fracture de l'orteil, donc pas grand-chose pour une fois. Je trouve qu'il a transformé, alors pas une transformation du blanc au noir, mais il a quand même réussi à transformer le Magic en apportant enfin un vrai meneur capable à la fois de créer pour autrui, mais aussi de percuter. Il a toujours pas retrouvé son tir, ce qui a été la grande histoire de sa carrière. C'est un joueur qui était capable de pull-up à 3 points et qu'on imaginait devenir un meneur majeur et qui a perdu son tir à cause d'une blessure à l'épaule et qui n'arrive pas vraiment à retrouver sa mécanique. Mais il a réussi à redévelopper un mid-range qui est extrêmement efficace. Il est très très bon en percussion et j'ai l'impression que d'ailleurs j'ai pas l'impression, c'est que il me semble qu'avant son retour le Magic est complètement à la ramasse et quand il revient l'équipe arrive à l'équilibre, quand il est sur le terrain l'équipe est même en positif et le Magic aurait pu être une équipe de play-off, en tout cas de play-in avec le niveau qu'ils ont affiché avec Markel Fultz et je pense c'est parce qu'il donne aussi un début d'organisation à cette équipe d'Orlando et donc il y a des noms que je vois d'ailleurs dans ce Best of the Rest qui peut-être sont au-dessus, mais en tout cas, ils devraient être dans la liste pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur meneur d'Orlando et que ils ont possibilité, je pense, de jouer les playoffs avec un joueur de ce niveau-là pour les mener. Ok, c'est vrai qu'il y a un argument à faire. Donc je peux le noter et on en rediscutera plus en détail, effectivement. Mais ce qui m'avait freiné, c'est un peu le côté pas efficace, mais en même temps, bon, il est au niveau de la moyenne quasiment. Mais c'est vrai que si on inclut le rôle, si on inclut la défense, le rôle offensif, je veux dire, de création, la défense, c'est vrai qu'on peut totalement l'argumenter. Après, la difficulté, c'est que, tu vois, quand on fait le DH20, par exemple, le top 20 de Dunk Hebdo, bon, ben, on va dire qu'un joueur peut varier entre la 5e et la 12e place, quoi, selon les pondérations de chacun. Là, Markel Fultz, selon les pondérations de chacun, c'est soit 82e, soit du coup 152. Ouais, clairement. Il y a toujours plus de variance, plus tu descends, quoi. Clairement. Et c'est bon. C'est vrai que quand je regarde la liste, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont là pour leur efficacité. Mais par exemple, quand je vois des Nicolas Batum ou des Dillon Brooks, on a quand même des variations de rôle et de profils qui sont énormes. Ouais. Donc c'est difficile de plugger un joueur et ce serait donner vraiment un blueprint à tout le monde de qu'est-ce qui doit être dans ce top 100 ou pas. Ouais. Et il y a quand même une certaine liberté sur les sensibilités de chacun, donc pas évident. Je note Markel Fultz. Je le rajoute à D'Angelo Russell, Rob Williams, Malik Monk aussi qui avait été évoqué rapidement, Franz Wagner et Trey Murphy. On verra aussi les retours du Discord. Ok, eh bien, on peut avancer sur le vrai classement du coup, le vrai classement du jour. Donc j'ai dit les noms. On a du Gobert, on a du Westbrook, on a du Brogdon, on a du Kawhi Leonard et du Aaron Gordon. Jérémy, question habituelle, comment tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres? Après, on va les classer avec les autres, mais les uns par rapport aux autres, ceux du jour. Écoute, j'ai reçu la liste dans un ordre qui me semblait déjà quasiment classé. Il y avait je pense qu'il y avait une évidence sur les 3 premiers, à savoir que pour moi Kawhi Leonard était en haut, qu'il y avait ensuite Rudy Gobert et Aaron Gordon, et ensuite selon la sensibilité il y avait débat entre Malcolm Brogdon et Russell Westbrook. J'aurais tendance à dire que sur ce qu'on a vu sur la fin de saison, je mettrais plutôt Russell Westbrook en 4 et Malcolm Brogdon en 5 pour une question de rôle, mais les deux, interchanger les deux me semble pas gênant. Ouais.
Donc Kawhi numéro 1, Gobert numéro 2, en 3, Gordon, c'est ça? Aaron Gordon. C'est ça. Westbrook et Gordon, ouais. J'avais un peu la même chose, effectivement. Le problème de Westbrook, c'est qu'on parlait de variance et de choix possibles. Ça va être un cas très intéressant parce que ça peut beaucoup bouger. Il y a plein de... comment dire? Il y a 2 saisons en une. Je pense Il y a 2 visages, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et on va y arriver. Mais ok. Eh bien, une fois qu'on a dit un peu ce classement du jour, attaquons joueur par joueur, si tu veux bien. Bah, d'ailleurs, on peut commencer par Rudy Gobert, toi. Donc, comme on rigolait, le référent de Rudy Gobert sur le Basket Lab. Tu as fait 2 épisodes, je crois, sur Rudy Gobert déjà chez nous. Donc, Rudy Gobert, je te fais le topo. 31 minutes de jeu par match, 70 matchs, 116 de true shooting plus sur 16% d'usage, donc très efficace, 116 plus 16% par rapport à la moyenne sur un usage, un volume de responsabilité assez réduit. Et c'est vrai que pour te lancer, que penser de la saison de Rudy Gobert? C'est un peu ça, toute l'interrogation cette année. Ouais. Alors, on était habitué à parler de Rudy Gobert comme du joueur qui transformait une équipe qui était globalement mauvaise en défense en une défense top 10 à peu près, Oui. Qui était élite certaines saisons, qui était 13-14 d'autres. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui a changé finalement dans la saison de Rudy Gobert, c'est le cadre et du coup la manière dont on avait l'habitude de considérer la saison de Rudy Gobert. Quand il arrive à Minnesota, il rejoint une équipe qui sort d'une bonne saison défensive. Et du coup, j'ai l'impression que ses qualités ont eu moins d'impact qu'habituellement parce qu'il avait besoin de faire moins de choses pour que Minnesota soit une défense de haut niveau, ce qu'elle a été. À côté de ça, en fait, la vraie problématique de Minnesota, contrairement à ce qu'il a connu les dernières années à Utah, c'était l'attaque. Minnesota finit, je crois, 21e à l'offensive rating cette saison, notamment à cause de l'absence de Karl Anthony Towns. Et donc, j'ai du mal à pas corréler la manière dont on a perçu la saison de Gobert, le fait qu'on l'ait pas considéré cette année comme un prétendant et comme le prétendant majeur au défenseur de l'année, avec le cadre dans lequel il était et la manière dont la saison s'est déroulée. Comme il arrive dans une équipe qui cherchait finalement à associer 2 pivots et à avoir d'un côté Rudy Gobert qui devait assurer un plancher défensif et de l'autre côté Karl Anthony Towns qui devait évoluer dans un rôle d'intérieur ailier et qui finalement n'a joué que 29 matchs. La sensation que j'ai, c'est que globalement, en fait, Rudy Gobert a fait du Rudy Gobert. C'est-à-dire quand il est sur le terrain, l'équipe est excellente en défense. Et je sais pas si tu as les stats à disposition, Oui. mais il me semble qu'il y a un vrai différentiel défensif on and off. Mais à côté de ça, en fait, vu que l'équipe a eu du mal à dérouler son jeu offensivement et qu'elle a eu du mal même à trouver son rythme collectivement, finalement, on a tendance à dire la saison de Rudy Gobert est moins bonne que les précédentes, alors que je suis pas sûr qu'il y ait une réelle différence finalement avec le Rudy Gobert d'Utah. Oui, je suis assez d'accord et je me demande aussi à quel point est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de juger sa saison en elle-même et de séparer le niveau de performance avec le trade en fait, et qu'est-ce qui a été payé pour ça, à quel point il y a un peu un côté biais de cet énorme package finalement, ou voire même le fait que Minnesota a fait un all-in, mais sans avoir une équipe prête derrière en fait. C'est un peu ça aussi le truc, c'est que par exemple, si une équipe déjà très très forte avait fait un trade pour Gobert, ça aurait été la cerise sur le gâteau et le joueur peut-être qui aurait fait passer le next step, pour le dire en anglais, le palier suivant, pardon. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu coincé entre 2 timelines, entre quelques vétérans et une urgence de gagner parce qu'il y a Gobert, mais de l'autre côté, Anthony Edwards est encore jeune, l'effectif est encore jeune. Voilà, il y a un peu ces 2 timelines qui sont un peu en parallèle, qui se croisent pas totalement. Donc, c'est vrai que là-dessus, je pense que si quelqu'un qui ne s'y intéresse pas dans le détail, il aura du mal à juger la saison de Gobert. Mais c'est vrai que, comme tu dis, pour moi, on est sur une très très bonne saison. Alors, peut-être pas au niveau de rayonnement défensif comme ça pouvait être le cas à Utah, mais c'est parce que aussi, tu l'as dit, déjà, il arrive dans une équipe qui était déjà bonne défensivement l'an dernier, 13e, et il passe 8e. Donc, voilà, il n'y a pas non plus un palier qui a été passé immense, mais surtout, c'était un style de défense qui était différent aussi, parce que je crois que tu avais d'ailleurs écrit un article sur D'Angelo Russell. On était sur une défense qui était très dynamique, et c'est pas du tout le style qui correspond a priori à Gobert. C'est ça. Et puis, alors, sans avoir suivi à fond la saison de Minnesota, parce que je l'ai trouvé assez décevant au début, alors que j'étais très très emballé à l'idée de voir ce groupe-là avec Rudy Gobert. Il y avait cette alternance défensive entre est-ce que Karl Anthony Towns est sur le terrain
est-ce qu'il est pas là, est-ce qu'il est absent, et du coup il y avait quand même un manque de stabilité globale qui était, je pense, un peu déroutant pour le joueur. Donc il y a pas ce rayonnement défensif, mais il y a aussi une flexibilité qui était demandée, qui était peut-être inhabituelle Ouais. à ce groupe-là, quoi. Ouais. Oui, et puis le manque d'automatisme aussi en plus. Hein. Je pense qu'il faut pas non plus le sous-estimer. Mais c'est vrai que du coup, sur le niveau de performance en lui-même, bon, ben, l'attaque, il n'y a pas grand-chose à dire. On connaît Rudy Gobert, on connaît ses forces et ses limites. On a le finisseur efficace. Quoique, on peut quand même dire que ça a été compliqué quand même. C'est ça, ouais. Au début, ça a été plus compliqué, notamment avec un peu d'Angelo Russell. C'est le fit entre le passeur d'Angelo Russell et le finisseur Gobert n'était pas top. D'ailleurs, il paraît qu'en dehors des terrains aussi. Mais si on reste sur le terrain, je crois que l'arrivée de Mike Conley et Kyle Anderson a fait aussi du bien sur le leadership et sur le passing. Mais oui, alors sur les stats défensifs, c'est vrai que bon, on en avait parlé dans l'épisode des stats de la saison avec Rafa. Si vous voulez vraiment le gros détail, vous pouvez aller voir ça. Mais pour faire quand même le topo, on est sur un niveau de performance qui a pas vraiment glissé, ou en tout cas vraiment pas de beaucoup en fait. Une fois qu'on prend en compte certains éléments un peu importants. Par exemple, quand il est sur le terrain, on est passé de un niveau de performance défensive dans le 96e centile, le on-court défensif, au 86e. Bon, ça va, c'est pas non plus une chute vertigineuse. Au niveau de l'efficacité autorisée au panier quand il est sur le terrain, on s'est même un peu amélioré. 63% autorisé alors que l'an dernier c'était 64%. Par contre, la différence, c'est la zone des flotteurs. Et ça, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est les schémas, on ne sait pas si c'est les équipes qui sont un peu plus habituées à attaquer le fameux drop de Gobert, où justement le Gobert reste assez bas et donc laisse un peu une poche d'espace dans la mi-distance, la short mi-distance. Là-dessus, c'est vrai que quand il est sur le terrain, les équipes scorent plutôt bien dans cette zone, mais en même temps, c'est aussi le but de ces schémas, c'est-à-dire inviter à prendre ces tirs-là qui sont pas en soi hyper rentables. Et par contre, le truc le plus inquiétant, peut-être, et encore, point d'interrogation, c'est non pas l'efficacité défensive au panier, mais le volume offensif, le volume défensif au panier, où effectivement, on était passé de l'intimidateur par excellence, 99e centile en termes de fréquence autorisée au panier, à seulement, entre guillemets, 75e centile, donc seulement mieux que 75% des joueurs à son poste, centile, plutôt que mieux que 99% des joueurs à son poste. Mais là encore, je ne sais même pas à quel point c'est l'âge, je ne sais pas à quel point c'est le changement de système aussi qui peut aussi expliquer ce côté style différent, schéma différent, donc pas le même impact, tout simplement. Est-ce que toi, du coup, effectivement, quand tu vois ces chiffres-là, tu te dis, c'est une question juste de variance et de changement d'équipe, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé dans son jeu? Non. Peut-être, voilà, on est d'accord. Moi, c'est ça qui en sort, c'est que j'ai pas l'impression qu'il bouge moins vite. Pas du tout. Ou qu'il soit, voilà. Et donc, je me dis, il y a quand même, je pense, plus question de contexte. Ouais. Et potentiellement, ces chiffres vont revenir à la hausse cette saison, mais défensivement, je suis pas trop inquiet à ce stade. D'ailleurs, l'âge en lui-même, 30 ans pour un pivot, généralement, c'est pas un âge qui est problématique. On parle généralement de problèmes plus vers 32, 33 ans. Donc, la sensation que c'est, en tout cas, son jeu, il a pas changé énormément, même si le résultat final n'est pas le même. Le contexte est des fois plus fort que l'individualité, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il est quand même beaucoup trop tôt pour s'inquiéter. Et encore une fois, peut-être que j'insiste trop là-dessus, mais je me demande à quel point il y a un côté biais par rapport au trade où on est un peu déçu parce que c'était un all-in, on pensait que Minnesota allait être très bon. Enfin, certains pensaient que Minnesota allait être très bon. Je n'étais pas trop de cet avis, mais bref. Il y a ce côté déception peut-être plus globale et collective, alors que comme tu dis, si on détaille ses performances individualisées, en fait, c'est pas si différent que ça, quoi. Hormis certains automatismes. Et donc, à moins que tu aies des choses à rajouter, tu me dis, mais sinon, dans le classement, où est-ce qu'on le projette? Alors moi, j'avais tendance à le mettre entre Paul George et Bradley Beal. D'accord. Ok, donc Paul George actuellement 4e, Bradley Beal 5e, exactement. Jaylen Brown 6e. Ouais, j'avoue que ma fourchette basse, c'était Evan Mobley. Je pense qu'il doit être au-dessus d'Evan Mobley en fourchette basse, un peu pessimiste. Et fourchette haute, effectivement, j'allais jusqu'à titiller Paul George. Toi, tu le mettrais donc entre George et Bradley Beal, alors? C'est ça, j'allais juste en dessous de Paul George parce que je me disais que quand même dans l'impact, ça restait supérieur à pas mal de joueurs et son impact, par exemple, si on prend l'exemple d'Evan Mobley, moins corrélé à la présence d'un autre joueur. Ouais. Donc j'ai toujours quand même tendance à considérer que Rudy Gobert est encore très haut dans la hiérarchie NBA.
Quand on avait fait le podcast sur lui, il me semble il y a 2 ans maintenant, ou un peu moins, on parlait d'un joueur qui était dans le top 10, top 15 NBA en termes d'impact, et j'ai du mal à le voir dégringoler de 10 ou 15 places à l'heure actuelle, quoi. Par rapport à un créateur comme Jaylen Brown, ça te paraît assez automatique qu'un protecteur de panier d'élite comme ça soit au-dessus? Ouais, assez naturellement. Surtout que bon, le profil de Jaylen Brown, il est quand même pas mal remis en question dernièrement. Donc, ouais, j'ai l'impression que le profil de Rudy Gobert, étant donné qu'on reste quand même sur peut-être le meilleur dans ce registre-là, ou un des 2-3 meilleurs, ça me paraît pas choquant qu'ils soient encore au-dessus de certaines secondes options Ok. offensives. Oui, c'est pas tant le profil, c'est à quel point le joueur est bon dans ce profil-là aussi, quoi, avec Jaylen Brown. C'est pas pareil s'il était méga efficace dans ce profil de scoreur, alors que là, il est juste relativement efficace, on va dire. C'est pas pareil, par exemple, si tu compares avec Kevin Durant, quoi. On est d'accord. On est d'accord, surtout que bon, du coup, Kevin Durant, là, sur la deuxième option, on est quand même sur un prime qu'autre chose, quoi. Ok, bah ça me va. On peut le mettre là, effectivement. J'étais légèrement plus bas, mais ça me va de trancher avec toi. Donc entre Paul George et Bradley Beal, alors, on a dit. Après, si vraiment tu aimes quand même ce profil, peut-être qu'il peut être derrière Bradley Beal, du coup. Même si sa saison est un peu décevante. Non, ça me va. Ça me va. Très bien. Parce que Bradley Beal n'est pas non plus hyper efficace, donc... Et puis la défense est assez catastrophique, et puis les différences de poste, etc. Non, mais ça me va. Ok, oui, tu m'as convaincu. Et donc, pour finir, petit quiz, petit trivia. Là aussi, toi, on y est. Alors, j'étais pas préparé du tout. Ouais. Pas préparé, mais bon, t'inquiète pas, c'est des quiz beaucoup plus light. Hein. C'est Rudy Gobert, quand même. J'ai un rôle à tenir, les autres, c'est pas grave. Mais... Oui, et puis c'est plus light que la centaine. C'est vraiment juste... c'est que des kicks sur le terrain, par exemple. C'est que pour... Ouais, donc tu vas pas me demander qui était sur le terrain en 2010, du coup. Non, voilà. Non, c'est juste pour se remémorer très légèrement des actions marquantes de la saison. Voilà, c'est juste ça l'idée. Et donc, kicker sur le terrain, nous sommes le 28 novembre 2022, cette saison. Okay. C'est un poster dunk de Gobert sur un pivot des Wizards. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain à ce moment-là? Alors, est-ce que Monte Morris est là? Exactement, Monte Morris, ton ancien chouchou de Denver. Oui. Je suis poste par poste. Est-ce que Bradley Beal est là? Exactement. Très bien. Est-ce que Will Barton est là? Will Barton est là, ton autre chouchou de Denver. Ah là, celui-là vraiment... Un peu plus ironique celui-là. Ouais. Alors, est-ce que Avdija est là? Pas Avdija, je crois que c'est un joueur non drafté que moi j'aime bien d'ailleurs. Un joueur non drafté, ça commence. Il s'appelle... Le prénom, je peux te le donner parce qu'il est très dur, il s'appelle Anthony. Sarr? Non. Non, j'en sais rien. Il a un prénom français. Enfin, en nom de famille, son prénom, c'est un prénom français. Non, je l'ai pas du tout. Non, c'est Anthony Gill ou Anthony Gill. Anthony Gill. Alors, je ne l'aurais jamais trouvé. Je savais même pas qu'il était Wizard cette année. Je suis même pas surpris, effectivement. Et est-ce que tu as le pivot qui se fait postériser alors? J'ai pas l'action en tête, honnêtement. Daniel Gafford? Exactement. C'est notre cher ami Daniel Gafford qui se prend un peu le poster sur la tête. C'est le risque qu'on défend. Oui. On lui en veut pas. Et donc, côté Minnesota... Ah oui, c'est vrai, il y a l'autre équipe, effectivement. Je me disais, c'est bon, j'en ai 4 sur 5, c'est pas mal. Alors, est-ce que D'Angelo Russell est là? Oui. Visiblement, c'est arrivé tôt dans le match, non? Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu sur les... Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, du coup, est-ce que Anthony Edwards est là? Oui, exactement, Anthony Edwards. Très bien. Kyle Anderson? Oui, tout à fait, il t'en manque un. Ouais, je sais, au milieu. Jalen Noel? Exactement, Jalen Noel. Tu m'as même pas laissé faire la blague sur Noël, du coup, le jeu de mots sur Noël. Je t'en veux. Je suis assez content de moi, je t'avoue, parce que je l'ai un peu envoyé au hasard. Là, j'en ai combien? J'en ai 4. Bah, c'est bon, non, tu les as tous. Ah, bah, c'est bon, j'ai Rudy Gobert. Bah, il y a Rudy Gobert aussi. Bon. Il y a aussi Gobert sur le terrain. Tu m'as empêché de faire un jeu de mots sur le frère de Deontay Christmas. C'est pas grave. On avance. Donc, deuxième joueur du jour à aborder. On peut aller sur Aaron Gordon, si ça te va. Ton Aaron Gordon aussi, toi, le fan de Denver, bien sûr. Champion NBA. Jérémy QI Basket, champion NBA. Exactement.
Et c'est marrant parce que ça reste ce truc-là. Tu vis l'intersaison vachement différemment en tant que fan d'une équipe quand tu viens de gagner le titre. C'est-à-dire, tu perds Bruce Brown sans raison, il te dit bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on est Tu champion. relativises tout, quoi. C'est ça, tu es champion, c'est pas grave. Donc Aaron Gordon, pour te faire le topo, 30 minutes par match, 68 matchs cette année, 106 de true shooting plus, donc plus 6% efficace par rapport à la moyenne, sur 21% d'usage, pas énorme. Et c'est vrai que pour te lancer, saison géniale avec un rôle parfait pour lui. Alors déjà, ouais, saison géniale dans le sens où c'est sa plus grande saison, je pense, offensive en carrière, dans la mesure où, comme tu le dis, il est très efficace. Et encore, on sent qu'il y a un relâchement global de l'équipe et du joueur dans la deuxième partie de saison, avec un certain management de l'effort qui a eu lieu. Mais je pense que dans la première partie de saison, il était loin au-dessus des 6%, au-dessus de la moyenne. Et il était particulièrement impliqué offensivement. C'était quasiment la deuxième option offensive des Nuggets pendant les 2 premiers mois de la saison. Donc déjà très inattendu parce que finalement, quand Aaron Gordon, on peut refaire rapidement l'historique, mais quand il arrive à Denver, c'est surtout pour remplacer Jeremy Grant dans ce rôle de 4 associé à Nikola Jokic défensivement notamment. Et en fait, il a vraiment pris en l'espace de 2 ans et demi un rôle croissant offensivement en étant de plus en plus efficace. On en avait parlé tous les deux dans un podcast et j'en avais parlé en amont dans un article. C'est qu'en fait, il a remodelé son jeu en gardant quasiment tout ce qu'il faisait de mieux offensivement. De manière à devenir le joueur qu'il est maintenant dans l'effectif des Nuggets. Et ensuite, en fait, la vraie question qu'on avait, c'était est-ce que défensivement, finalement, on n'est pas un petit peu déçu de son apport depuis son arrivée à Denver. Et là, les playoffs sont arrivés et il a joué un rôle absolument crucial dans cette campagne de playoffs qui va jusqu'au titre, où à chaque fois, il défend sur une des 2 principales options adverses. Et on voit vraiment à quel point il a gêné alors dans un premier temps, ça va être Karl Anthony Towns, puis Kevin Durant. Je l'ai trouvé un peu moins impressionnant sur LeBron James, parce que j'ai l'impression que LeBron James, c'est surtout la fatigue qu'il a usé. Mais après, il a été excellent, notamment sur Jimmy Butler en finale. Et ça a vraiment été un élément, je pense, crucial de ce titre-là. Et c'est sa meilleure saison, je pense, de loin en carrière. Et ce rôle-là, vraiment, lui, ici à merveille, quoi. Alors, Aaron Gordon, le côté lumineux pour ton article, ça. Et pour le podcast qu'on avait fait sur cet article, l'épisode 98 du Basket Lab, si ça vous intéresse. Mais effectivement, comme tu dis, il y a il a été recasté par rapport à Orlando où il a été drafté très tôt et il aurait été parfait dans une bonne équipe d'Orlando, mais sauf que l'équipe était pas bonne. Il était passé peut-être un peu plus au révélateur créateur balle en main, donc il y avait moins de bons résultats. Mais c'est vrai que là, il est mieux casté, on va dire, à Denver. Il remplace un peu Paul Millsap de facto, même si c'est un rôle défensif très différent. Là où Paul Millsap était plus dans le jeu off-ball et combler les brèches un peu en second rideau, ou même être un peu plus un général de défense off-ball, on va dire. Les petits détails et tout ça. Mais je pense que Gordon, c'est moins off-ball, c'est plus on-ball, et avec beaucoup plus de défense d'élite sur le ballon et sur les ailiers, notamment. Mais pour moi, le maître mot du profil de Aaron Gordon, ce qui est intéressant, c'est la flexibilité, en fait. Et flexibilité et offensive et défensive, une certaine vraiment polyvalence qui te permet soit de créer des mismatchs en attaque, soit de ne pas en subir en défense. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a vu qui a été totalement démontré. On a vu toute la valeur de cette flexibilité pour moi des 2 côtés du terrain en play-off où il y a des fois il permettait de défendre sur des Kevin Durant, sur des LeBron James, sur la défense au point d'attaque en apportant tout de même un certain spacing ou alors un peu de spacing et un peu de finition au panier également et tout en t'as pas de compromis. Et contre à l'inverse des équipes un peu plus petites, contre Miami, il y a ce côté où tu peux punir par la taille. Donc, vraiment, moi, c'est cet aspect de flexibilité, c'est un peu la force de son profil, je trouve. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, ça se voit, je trouve, dans ces playoffs où on a vraiment des matchs où on sent que stratégiquement, dès le début, l'idée, c'est de dire ok, le moindre mismatch, on va le sanctionner. Et en fait, ça passe énormément par Aaron Gordon. Contre Miami, qui était une équipe, comme tu dis, plus petite, on voit un game 1 où je crois il met 16 points dans le premier quart-temps, dans la première mi-temps.
alors que son rôle à la base c'est pas de scorer. Il y a Nikola Jokic, il y a Jamal Murray qui passe devant, voire Michael Porter Jr. Et en fait, d'un côté, il peut te sanctionner par sa taille si tu joues trop petit. Si tu joues trop grand, il a quand même une mobilité qui est intéressante. Et défensivement, de l'autre côté, comme tu dis, il n'y a pas de compromis. Et on peut même dire que ça a été un élément crucial de la saison, c'est que Denver, qui a toujours eu du mal à trouver ses rotations sans Nikola Jokic, a réussi à trouver un équilibre avec la raquette Jeff Green, Aaron Gordon, et c'était notamment grâce à cette polyvalence d'Aaron Gordon qui peut aussi défendre éventuellement sur des pivots à l'occasion, quoi. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas totalement perdu ce côté création offensive. C'est-à-dire que c'est pas non plus devenu je sais pas moi, le Clint Capella des postes 4, quoi. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est, tu vois, un stat aussi assez intéressante, c'est le pourcentage de paniers assistés. On est à 65% de paniers assistés. Bon voilà, c'est pas dans la zone des superstars à très très peu, genre à 20%. C'est pas non plus à 80%. Donc comme dit, il y a parfois des post-up ou des drives ou des zones de mismatch où il peut attaquer. Parce que ça aussi, on a parlé de mismatch de taille au poste contre Miami, mais il y a aussi le côté contre un intérieur un peu plus lent dans le périmètre. Il peut aussi en profiter pour faire de la mobilité, du drive ou des cuts, parfois même. Donc il y a vraiment cette idée de mismatch un peu partout. Génial nulle part, je trouve, mais qui peut être un peu bon partout, dans un peu toutes les configurations. Donc c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, un aspect aussi assez intéressant, c'est qu'il est au niveau du shooting foul percentage, les fautes provoquées pendant une tentative de tir, il est à 17%, ce qui est assez énorme. Et là aussi, on a un côté, je pense, de compenser peut-être qu'il ne l'a pas en touché de balle de par la production lancer franc et des points faciles en fait. C'est ça, et il y a quand même un côté chez Orlando, c'est que physiquement il est extrêmement puissant, et du coup pour éviter de le laisser finir sur quelque chose de très simple au cercle, souvent il y a la nécessité de faire faute, parce que même si athlétiquement il est plus au niveau qu'il était il y a 4-5 ans, ça reste quand même un joueur qui peut facilement finir sur un lay-up très haut ou sur un dunk. Et comme ça, il crée beaucoup de mismatch, notamment en étant beaucoup impliqué dans la création, comme tu dis, parce que on peut très bien voir Aaron Gordon au dunker spot à attendre, mais aussi remonter la balle et annoncer le système, et ensuite jouer dans un jeu d'écran à 3 avec Jokic et Jamal Murray notamment. Donc en fait, il offre tellement d'options tactiques que même s'il est excellent de nulle part, comme tu dis, en fait il y a un côté où tu peux t'attendre un petit peu à tout, et en fait au fil du match il va avoir 3, 4, 5 rôles différents, et en fait ça crée des opportunités parce que tu peux pas faire de lui ta priorité, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu parlais du physique. Effectivement, si on compare par exemple avec les images des concours de dunk, notamment le 2016, vous allez voir, le fameux concours où il se fait voler par Zach Lavine, pardon. Il est extrêmement explosif, mais beaucoup plus fin aussi. Là, comme tu dis, il a perdu un peu en explosivité, mais il en a quand même beaucoup parce qu'il part de très haut. Donc même quand tu déclines, il reste beaucoup, mais il est aussi beaucoup plus puissant. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu, c'est que pour moi, ce côté carrure très épaisse maintenant fait qu'on a un Gordon plus explosif, plus agressif, ce qu'on n'avait pas forcément tout le temps à Orlando en fait. C'est ça, et quand il se retrouve face à des joueurs qui vont être ou plus petits ou plus fluets, en général quand il arrive à passer l'épaule, c'est un problème, et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fautes qui sont commises sur Aaron Gordon, c'est que aujourd'hui il a une puissance qui fait que tu es obligé d'aller chercher le contact avec lui pour l'empêcher de te dépasser, quoi. Après, j'ai une petite déception, moi, cette saison. C'est au niveau des 3 points, notamment. Je crois que catch and shoot à 3 points, il est à peine à 31%. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus respecté qu'un mauvais shooter ou qu'un non-shooter. Est-ce que c'est pas dû là encore? En fait, j'ai l'impression qu'il est quand même très irrégulier, et si on regarde sa saison, je pense qu'il y a eu une vraie grosse dégradation de son tir à 3 points. Mais en début de saison, il était plutôt, il me semble, sur du 37-38% sur catch and shoot, et je pense que c'est le genre de truc qui reste dans l'esprit des joueurs qui l'ont affronté plus tôt dans la saison, et qui fait que les joueurs sortent sur lui parce qu'ils disent non, il est capable de le rentrer, et en fait oui, la variance, je pense qu'il est assez régulier sur le cours d'une saison et que ça joue dans la manière dont il est perçu, quoi. Effectivement, quasiment 39% jusqu'en février. C'est oui. ça. Sur 2,5 tentatives par match, mais effectivement, oui. Il y a eu une fin de saison un peu plus difficile alors.
Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il est déjà plus impliqué offensivement en début de saison. Alors, il y a eu cette blessure, il me semble, qui est arrivée courant janvier ou février, qui a peut-être joué un rôle. Il y a peut-être aussi le fait de peut-être de jouer pour le All-Star Game et ensuite d'être un petit peu plus, comme l'ensemble de l'effectif de Denver, un petit peu plus tranquille une fois que la première place semblait acquise. Je pense que ça a un petit peu joué quand même dans la production globale, quoi. Sur la saison globale, il est à 34%, donc juste en dessous du niveau de la moyenne. Mais bref, et au niveau du classement, où est-ce qu'on l'imagine alors? Ah là, c'est dur pour moi. Euh, je l'avais instinctivement derrière Evan Mobley. Ouais. En essayant de ne pas être tronqué par le fait qu'on l'ait beaucoup plus vu que d'autres joueurs, parce qu'il est allé au bout et que du coup les playoffs l'ont beaucoup mis en avant. Je pense sur l'ensemble de la saison, je le mettrais derrière un Evan Mobley. Mais c'est là que c'est dur. Mais oui, tu vois, je vais rester là. Ça me va. J'étais à peu près par là Ça te va? aussi. Ok. Ouais, j'étais à peu Je près crois que par là. t'allais le mettre plus bas quand même. Disons que je l'imaginais assez bien devant Evan Mobley. Après, c'est vrai que je pouvais descendre un peu plus aussi jusqu'à la zone Kyle Anderson. Ouais, Effectivement. alors je me disais que si tu mettrais là, mais j'ai l'impression quand même qu'il est plus complet. Aujourd'hui, je préfère largement avoir Aaron Gordon dans mon équipe que Kyle Anderson. Je sais pas si c'est moi qui suis biaisé, mais et en même temps, il y a Wendell Carter Jr. là-dedans, qui est devant Marcus Smart, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Disons que si j'ai le choix, je sais pas qui je choisis dans l'absolu, mais en termes d'impact, là où ils ont été de facto, quoique Kyle Anderson, c'est quand même pas mal. Mais non, mais Aaron Gordon, ouais. Et surtout, en fait, par rapport à Miles Turner et Wendell Carter Jr., donc deux pivots protecteurs de panier, tu les situerais plutôt au-dessus? Miles Turner, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un spécialiste, en Ouais. l'occurrence. Et j'ai l'impression, tu vois, un peu comme cette idée de création pour autrui qui prend de plus en plus de pas, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où la polyvalence est peut-être plus mise en avant. Peut-être qu'il y a 4-5 ans, un profil j'aurais préféré un profil comme Miles Turner parce que je me suis dit, je sais ce que j'ai. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la flexibilité tactique qu'apporte un Aaron Gordon est peut-être plus importante que la protection de cercle d'un Miles Turner. Et si on ajoute la partie santé et est-ce que je peux compter sur lui sur l'ensemble d'une saison, je préfère d'autant plus Aaron Gordon, quoi. Ouais. Je vois. Je suis pas totalement pas convaincu. D'accord. Je suis pas totalement Ouais. convaincu, mais je veux bien me laisser tenter. Non, mais ça me va si on le met derrière Evan Mobley. Ok. On va dire que c'est la taxe Jérémy, il gagne 2 places. C'est ça. C'était le risque que je sois biaisé en me mettant ce joueur. Non, mais blague à part, ça peut s'argumenter sur le côté polyvalence des deux côtés du terrain qui est assez intéressante. Là où, avec Miles Turner, tu as plus un côté protection de panier plus fort, par exemple, mais peut-être moins de configuration où il peut être intéressant. Donc, Et notamment offensivement, je crois que un des gros atouts aujourd'hui de Miles Turner offensivement, c'est quand même de pouvoir à peu près tirer à 3 points. Ouais. Mais offensivement, j'ai pas l'impression que son rôle soit extrêmement intéressant. Ouais, quand il a la balle, c'est pour shooter, quoi, pas plus. Ouais, voilà. Là où comme tu disais, Aaron Gordon, il fait rien à très haut niveau, mais en même temps, il fait beaucoup de choses. Et ça peut faire pencher la balance quand t'as un joueur qui est capable de t'apporter une dizaine de points soudainement dans un même carton, parce que c'est un mismatch hunter. Enfin, voilà, c'est un mismatch hunter. En tout cas, j'aime beaucoup ce côté. Il peut t'apporter les deux côtés du terrain et de manière assez différente finalement. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir Aaron Gordon différent s'il y avait un joueur absent dans l'équipe des Nuggets, alors que Miles Turner finalement ça restera toujours la même version de lui-même, peu importe l'effectif autour, quoi. Ok, ça me va. Fourchette haute, on va le mettre là. Et la fourchette basse, pour moi, aurait pu descendre jusqu'à Kyle Anderson, mais mettons-le là pour l'instant. Donc Evan Mobley, qui pour l'instant est 7ème, enfin 8ème maintenant avec Rudy Gobert qui s'est inséré au-dessus. Et donc Aaron Gordon serait là autour de la 9ème place. Donc, et petit trivia, petit quiz pour finir, toujours pour nous rappeler, pour rappeler aux auditeurs les belles actions de la saison et pour jouer avec nous ou alors pour aller voir en même temps sur YouTube. Si je te dis Dunk, si je te dis Christmas Day. Suns. Exactement. Est-ce que ça te dit quelque chose, le poster de l'espace? Ouais, ça me dit quelque chose. Alors, non, c'est un des plus beaux dunks de la saison. Je crois que ça a été élu par la NBA dunk de l'année. peut-être, ouais. Ça n'avait pas plu à certaines personnes. Il me semble que c'est sur Landry Shamet. Exactement, Landry Shamet est sur le terrain. Est-ce que Devin Booker est déjà sorti à ce moment-là? Il n'est pas sur le terrain. Ouais, il est déjà sorti. Oui, c'est en prolongation, effectivement. Ouais. Chris Paul? Oui, Chris Paul. Cameron Johnson?
Non, pas sur le terrain, Cam Johnson. Ok, Michael Bridges du coup. Michael Bridges, effectivement. DeAndre Ayton. Oui, DeAndre Ayton. Donc il manque le 4e, je sais pas. Un champion NBA avec les Denver Nuggets dans l'esprit, on va dire, dans le cœur. Torrey Craig du Exactement, Torrey Craig. Ok, il jouait petit donc ça a pas dû aider. Ouais. Ok, côté Nuggets du coup, Aaron Gordon. Ouais. Jamal Murray sur le terrain. Kentavious Caldwell-Pope est sur le terrain. Oui. Le MVP. Porter Junior est sur le terrain. Oui, Porter Junior. Et Jokic est sur le terrain. Exactement. Le triple MVP sur le terrain, Nikola Jokic. Bon, ben voilà. T'as tout eu, mais en même temps, quiz facile pour toi. Ouais, quiz facile, clairement. Attention, il y en aura peut-être des plus compliqués. Ouais, je me doute que ça va se compliquer à partir du 3e. Bref, avançons sur Russell Westbrook, si tu veux bien, 3e cas. Et quel cas 29 minutes par match en moyenne, 29 sur l'ensemble de la saison. Là, c'est les chiffres de l'ensemble de la saison. 29 minutes en moyenne, 73 matchs, 88 de true shooting plus, donc moins 12% sur la saison, moins efficace que la moyenne, moins 12%, c'est quand même beaucoup. Sur 28% d'usage, donc en plus un assez gros volume. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'en fait, on a 2 saisons en une. Une où presque aux Lakers, il mériterait de pas être dans le top 100, et une où il pourrait être relativement haut, en fait. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire déjà que sa partie aux Clippers, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là? Oui. Non, mais en fait, ça fait longtemps, oui et non. On l'avait pas vu à ce niveau-là, je pense, depuis Washington. Washington, ouais. Mais dans un registre très différent quand même. C'est-à-dire que là où à Washington, il était encore une option majeure avec une efficacité très très basse. Là, on était plutôt sur un joueur qui allait être 2, 3, 4e option et puis qui par contre arrivait, il me semble, dans les moyennes NBA, voire au-dessus de la moyenne NBA en termes d'efficacité. Et ça, dans sa carrière, c'est arrivé assez peu, quoi. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Depuis 2017. Ouais, 2017, son année élu MVP. Son année élu MVP, il faut le préciser comme ça. C'est 2017 ? Ok, très bien. Ouais, je crois qu'il est pile au niveau moyen de NBA cette année-là, et après ça chute un peu parce que le déclin physique. C'est ça. Mais oui, alors Clippers, effectivement, si tu veux que je te détaille, il est à 97 de true shooting plus, donc moins 3% par rapport à la moyenne, donc globalement au niveau de la moyenne, alors qu'avant, aux Lakers, on était sur 85, donc moins 15% par rapport à la moyenne. Ouais. Effectivement, gros niveau gros écart d'efficacité, on va dire. Après, c'est vrai que si on peut peut-être légèrement nuancer, c'est le fait que finalement, il y a eu un peu mini échantillon aux Clippers, donc il a été en réussite à 3 points, alors qu'il ne l'était pas du tout aux Lakers. Ça change beaucoup. Il était aussi en plutôt bonne réussite sur les longs tirs de points, 46% aux Clippers, alors qu'en carrière, il n'a jamais fait ce chiffre-là. Et si tu prends le chiffre au panier, ou plus globalement au panier, il est à peu près pareil. Donc voilà, à quel point est-ce qu'on n'est pas sur plutôt le changement de rôle qui a fait que le joueur est valuable comparé à l'efficacité qui, c'est vrai, est meilleure, mais qui est peut-être un peu plus à nuancer. Déjà, je pense quand même qu'il y a le changement de rôle dans la mesure où l'association, LeBron James, Russell Westbrook, on est plutôt dans une des pires idées qui a été testée en NBA depuis quelques années. C'est-à-dire 2 joueurs qui aiment avoir la balle, dont un qui a absolument besoin d'avoir la balle en la personne de Russell Westbrook. Le fait qu'il y ait un manque de spacing aussi assez criant aux Lakers l'année dernière, surtout sur la première partie de saison. L'arrivée aux Clippers, au contraire, il arrive dans une équipe qui lui donne un rôle qui lui convient mieux, dans une équipe qui d'ailleurs cherchait finalement un meneur de jeu depuis assez longtemps. Ils avaient testé John Wall sans succès. Les saisons précédentes, c'était un petit peu du bricolage. C'est souvent Kawhi Leonard et Paul George qui étaient amenés à porter la balle pour compenser cette absence de meneur. Là, il est dans un rôle qui lui convient mieux, avec énormément de role players qui correspondent parfaitement à ce qu'il faut à Russell Westbrook, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de vivre par leur tir extérieur et qui restent actifs sans ballon. Donc je pense que le climat global était bien meilleur pour lui. Maintenant, effectivement, de voir un tel différence
différentiel d'efficacité en n'ayant que 21 matchs de sample, quoi, d'échantillons. J'attends de voir l'année prochaine s'il peut maintenir cette production-là ou si cette réussite qu'on a vue soudaine à 3 points et à mi-distance, c'était juste finalement une forme de variance. Je pense quand même que le fait d'être dans un environnement qui lui convient mieux et d'être plus à l'aise dans son rôle, ça a forcément un impact sur la manière dont il va shooter. Mais de là à ce que il y ait quasiment 15% d'écart, c'est ça ? C'est un truc assez... ça me paraît énorme. En fait, ce que je pense, c'est que sur un plus gros échantillon, l'efficacité sur les longs 2 et sur les 3 points va de nouveau un peu baisser et revenir à la normale, à la moyenne pour lui, à sa moyenne. Mais tout de même, en fait, même avec ce retour à la moyenne de l'efficacité, on aura quand même un Westbrook plus intéressant que ce qu'on a pu voir aux Lakers, parce que le rôle est différent, que les besoins de l'équipe sont différents. Aux Lakers, il n'y avait pas besoin en fait d'un autre créateur à gros volume. Aux Clippers, c'est un peu ça qui manque. C'est-à-dire que Kawhi améliore petit à petit son passing, mais c'est pas encore non plus totalement le joueur héliocentrique ou capable de créer du jeu à lui tout seul. Paul George, c'est aussi un peu dans la polyvalence, mais pas totalement création pour autrui. Donc dans ce contexte-là, Westbrook est très bien en fait, est très très bien. Et même quand on aura peut-être, si on a une efficacité qui baisse légèrement l'an prochain sur toute une année, pour moi on aura quand même un rôle et du coup un impact plus valuable que ce qu'on a pu avoir aux Lakers en fait. Pour moi c'est un peu ça la différence. C'est ça. Est-ce que alors son usage sera forcément plus faible que ce qu'on a connu dans l'ensemble de sa carrière, mais est-ce qu'on va pas retrouver finalement plutôt dans le joueur de Houston en termes d'efficacité, peut-être de manière de gérer la balle? J'ai l'impression que finalement l'effectif le plus proche qu'il a eu de ce qu'il a là aux Clippers, c'est Houston, et je pense qu'on peut retrouver à peu près ce ratio-là en tout cas dans le rôle, on peut retrouver un petit peu ce Russell Westbrook là, quoi. Je pense aussi au Westbrook de 2019, moi, de mon côté. Celui qui commençait à être un peu plus tourné vers la passe avec Paul George, tu sais, en scoreur. Avec Paul George qui quasiment MVP, Voilà, il avait encore quand même des gros totaux de tirs par match, etc. Westbrook, mais on commençait un peu ce genre de métamorphose par rapport à 1 ou 2 ans avant où il était MVP avec un énorme volume au scoring, pardon. Ouais. Mais après, il y a aussi la question de la défense où pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir d'excellents flashs, d'excellentes séquences, notamment sur l'homme. Hein. Je crois que c'est le tout premier match de la saison. Il fait des défenses sur Kawhi Leonard impressionnantes, etc. Mais c'est vrai que sur la globalité, je trouve qu'on était plus irrégulier et sans doute plus irrégulier avec un niveau d'effort irrégulier. Aux Clippers, ça avait l'air un peu mieux tout de même. Oui, et en fait, par exemple, dans une équipe comme les Clippers, qui est quand même très très dense et où il y a quand même de vrais spécialistes défensifs, est-ce que ce qu'on n'attend pas de lui, c'est juste d'être au niveau défensif une fois que tu arrives en play-off ou que la post-saison approche? Moi, sur les play-offs, il y a eu que 5 matchs, mais je l'ai trouvé plutôt bon défensivement, même très bon, sur Kevin Durant, par exemple. Ouais. Donc je pense que c'est assez encourageant pour les Clippers et ça justifie complètement de repartir avec lui parce que il y a à la fois cette amélioration offensive, même défensivement, je l'ai trouvé plutôt très convaincant dans la série de playoffs. Oui, je suis assez d'accord. Et donc, joueur particulier, joueur on ne peut plus atypique, classement un peu on ne peut plus atypique, je vais te demander 2 classements. Tu vas classer pour celui des Lakers, il est peut-être pas dans le top 100. Je sais pas. Mais celui des Clippers, imagine, on a celui des Clippers sur 80 matchs. Où est-ce qu'on l'imagine, celui-là ? Je t'avoue que j'avais même pas voulu y réfléchir à celui-là. Allez, est-ce que je le mettrais pas en dessous de Jeremy Grant ? Non, je pense que tu vas le mettre au-dessus. Moi, je te parle dessus des Clippers. Ouais, non, mais j'ai du mal. Ok, je la refais. En dessous de Tyrese Maxey. Mais là, tu parles au global. Bah, toi, tu le vois vraiment très très haut sur ce qu'il a fait. Non, moi, je voulais faire un petit exercice. jeu. Non, mais je te parle. Là, la période Clippers, je me dis. Parce que. Mais c'est compliqué aussi, parce que dans cet effectif-là, il y a tellement d'absences que tu peux te dire, ouais, mais il y a quand même Paul George et Kawhi autour, mais en fait, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, tu vois, juste pour t'expliciter ce que je voulais faire, pour moi, je voulais te dire. Aux Clippers, s'il avait fait ça sur toute la saison, je l'aurais mis zone Bradley Beal, Jalen Brown. Ah, carrément. Ah oui, d'accord. Non, moi non. Mais dans la théorie de s'il avait fait ça sur toute la saison, c'est-à-dire un mec au niveau de la moyenne qui est créateur collectif à gros volume. Voilà, pour moi, on est dans cette zone-là, quoi. Niveau de Jalen Brown. Non, mais c'est pas faux. En fait, je pense que je suis biaisé. J'ai du mal à mettre Russell Westbrook très haut maintenant.
Mais en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as dit ça, tu dis, ensuite, il faut dire, mais non, mais il l'a pas fait sur 80 matchs, il l'a fait sur 20 matchs. Donc maintenant, il faut appliquer la taxe de la majorité de la saison, il n'a pas été très impactant, donc à quel point on le descend? Parce que, est-ce que l'idée, c'est parce que on classe sur l'ensemble de la saison ou tu me dis là Non, déjà non, on pour classe sur l'ensemble de la saison, mais là, c'était juste un petit jeu pour y arriver, mais tu m'as tout grillé. On est d'accord que le Russell Westbrook Lakers, là, en l'état, je le place nulle part. C'est-à-dire, je vais le mettre 21. Et puis voilà. Mais par contre, c'est ça. Quelle valeur tu donnes au fait qu'il se soit bien exprimé finalement aux Clippers? C'est ça. C'est tout le problème. Bah moi, du coup, je le mets derrière Quentin Grimes sur l'ensemble de la saison, quoi. Ça peut, oui. Tu parlais de Jeremy Grant aussi tout à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais parce que du coup, quand je disais ça, je me disais bon, on met que la partie Clippers et ça fait que 20 matchs, quoi. Ouais. Ouais, non, mais ça me va. Ça peut se faire effectivement. Mais là encore, c'est pas évident parce que effectivement, sur les 21 matchs qu'il a aux Clippers, je veux dire, le rôle de Quentin Grimes c'est tellement exigu en comparaison que c'est un peu injuste, quoi. Ouais, mais tu vois, imagine plutôt que d'avoir joué aux Lakers, s'il avait été blessé. Oui. Voilà, imagine l'été dernier, il signe aux Clippers, il est blessé, il joue que 20 matchs. Il n'aurait pas été du tout dans le classement. Oui, parce que oui, comme Rob Williams, quoi. Voilà, exactement, comme Rob Williams. Donc là, il faut dire que sur la théorie, le Westbrook des Clippers sur toute une saison, c'est assez haut, mais sachant que c'est que 20 matchs et qu'il y a la majorité de la saison où il est très bas, à quel point, voilà, la majorité de la saison, c'est plus de 50 matchs en étant pas efficace dans un rôle et une équipe qui n'avait pas besoin de lui, donc il n'y avait pas un énorme impact. Ouais, non, mais ça me va. Ça me va d'appliquer une taxe de pondération, de le mettre en dessous de Quentin Grimes. Ok. D'accord. Et alors, du coup, juste pour confirmer, toi, il fait la saison des Clippers, la saison Clippers sur 80 matchs ou 70 matchs. Tu le mets devant Jaylen Brown, c'est ça? Peut-être pas devant Jaylen Brown, mais devant Aaron Gordon à peu près sûr, ouais. Ok. Parce que rôle de création offensive, parce que voilà, c'était important, quoi, quand même. Oui. Non, mais en étant efficace, ce que peut-être sur une saison complète il sera pas à ce point, etc. Quoi. Mais oui, sur le principe, pour moi, le Westbrook des Clippers, tu le multiplies par 5 et ça fait une saison complète, on est à ce niveau-là, je pense. C'est vrai, je crois que mon cerveau il était plus habitué à cette idée-là, mais oui, non, mais je pense qu'on a tous le cerveau matrixé avec Westbrook ou Harden, c'est des cas tellement atypiques que... Ouais, encore, j'ai jamais trop changé d'avis sur James Harden, mais par contre, c'est vrai que sur Russell Westbrook, la chute aux Lakers, c'est tellement importante que... Bah oui, c'est ça, ouais. Déjà que le profil ne séduisait pas, enfin, il était très clivant à la base, la chute aux Lakers, elle est dure à oublier, je pense. Mais c'est aussi l'intérêt de montrer qu'il y a une différence entre valeur intrinsèque et impact de facto. Ouais. Parce que voilà, un joueur peut être intrinsèquement, entre guillemets, ou dans l'absolu intéressant, mais dans le mauvais contexte, bah, il est plus utile et donc il n'y a pas d'impact. Et c'était marrant de voir aussi, parce qu'on en avait parlé quand on avait fait le podcast sur Aaron Gordon, c'est que, en fait, c'est vrai, mais pas pour tous les joueurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont être invariablement les mêmes. Par exemple, un joueur comme Rudy Gobert, le contexte peut un petit peu atténuer ou augmenter sa valeur, mais globalement, on va avoir à peu près le même joueur, et on disait un petit peu pareil pour Miles Turner juste avant. À l'inverse, des joueurs comme Russell Westbrook peuvent carrément être inutilisables ou au contraire cruciaux pour une équipe. Et il y a ceux qui vraiment changent complètement, comme Aaron Gordon, où d'un coup il va complètement révolutionner son jeu alors qu'on ne pensait pas que c'était possible. Ouais. Mais ouais, le cas de Westbrook, effectivement, assez peu évident. Ou de Torrey Craig, hein, qui était top 20 NBA à l'époque de Denver et qui, dans le contexte différent, ne l'est plus. Ouais. Exactement. C'est dommage. Très bon exemple. Petit quiz pour finir. Petit jeu. Nous sommes le 31 mars. 31 mars 2023. Ok. C'est un match à Memphis, tu sais, cette photo un peu iconique où il est au sol, il fait les muscles, le renouveau de Russell Westbrook, cette photo marquante. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain au moment de ce cut, plus end one, plus photo iconique de Russell Westbrook? Alors, est-ce que Ja Morant est revenu, joué à ce moment-là? Oui, il est là. Ouais, il est là, donc je vais mettre Ja Morant. Ouais. Ça, c'est le quiz difficile. Après le quiz Denver qui était facile, lui, c'est le difficile. Ouais. Tyus Jones? Pas sur le terrain, non. Non. En même temps, le duo Ja Morant, Tyus Jones, c'est est-ce que JJJ est là? Non, pas sur le terrain. Non, parce que je me dis pas, ça aurait compliqué l'accès au cerf, ça. Xavier Tillman? Tillman n'est pas sur le terrain. Steven Adams? Steven Adams n'est pas sur le terrain.
Brandon Clark. Brandon Clark est déjà blessé, donc pas sur le terrain. Pense au mec qui installe le matériel électronique et de musique dans les concerts. C'est une embuscade, ce quiz. Comment on appelle les gens qui installent le matos pour des concerts? C'est des... C'est honteux. Attends. C'est honteux. Comment il s'appelle, lui? Roddy. Exactement, Roddy. C'est David Roddy. C'est quoi son prénom? David Roddy. Ah, David Roddy, voilà, c'est ça. Je cherchais William, mais... ok. Et lui, il jouait l'intérieur, lui, là-dedans? Il jouait poste 3. À l'intérieur, on a quelqu'un qui a été le cauchemar de... je sais plus si c'est Chet Holmgren ou si c'est Wembanyama. C'est peut-être Wembanyama en tournoi de jeunes. Oh là là, oui, Lofton Jr. Exactement, Kenny Lofton Jr. On a un grand fan dans l'équipe de Q-Basket. Il te manque un shooter, le meilleur shooter de la saison, shooter d'élite, ultra élite. Ouais. Mais alors, j'ai un souci sur le nom qui vient pas. J'ai Shane Battier qui vient depuis tout à l'heure, et donc du coup, j'ose pas le dire. Alors, parce que non, c'est pas Shane Battier est dans le front office de Miami depuis 5 ans. C'est ça. et Desmond Bain, putain. Non, pas Desmond Bain, l'autre shooter d'élite. Ah, Dylan Brooks. Non. Oh là là. Shooter d'élite. C'est une d'élite. blague, désolé. Ah, pardon, je pensais que c'était une vanne. Non. Ok. Et Dylan Brooks, il est pas, du coup. Hein. Non. Par hasard, non. Ce n'est pas une oie, ce n'est pas une poule, c'est un... Dans une basse-cour ou sur un lac. C'est un... Tu sais, les petits oiseaux avec le col vert qui se... Ça te dit rien? C'est sur un étang, sur un lac, qui viennent manger du pain. Mais attends, mais... mais je vois pas le nom, je vois pas qui ça peut être. C'est Luc Canard, enfin Kennard. Oui, mais ouais, mais je l'aurais pas trouvé parce que dans ma oui, effectivement, il était encore aux Clippers dans ma tête, mais non, on est le 31 mars. Non, justement, il était à Memphis. Oui, mais non, mais non, je l'avais pas du tout. Bon, t'as pas capté le Canard alors. Memphis, Luc Canard. Bah si, j'avais Canard, mais je me disais, attends, je cherchais Doug du coup, tu vois, je me disais. Et le dernier, c'est un rookie. Il en reste un là. Il reste un à Memphis, c'est un rookie. Oh là là, quelle horreur celui-là. C'est pas la Marcus, c'est Jake La. Ah oui, Laravia. Exactement. Donc, sacré line-up, hein. David Roddy, Ja Morant, Luc Kennard, ou Luc Canard d'ailleurs, ouais. Jake Laravia et Kenny Lofton. Est-ce que t'as du Clippers? Un peu plus facile, un peu. Alors, allez, bon, Russell Westbrook. Oui. Alors, Nicolas Batum. Non. Maurice. C'est qui Maurice? Non, il est pas sur le terrain. Il est pas sur le terrain. Eric Gordon. Oui, Eric Gordon. Très bien, parce que en fait, ils ont une telle profondeur que c'est pas évident. Terrence Mann. Exactement, Terrence Mann. Ok, donc là j'en ai 3. Paul George. Pas Paul George. Pas Kawhi. Pas Kawhi. Non. Uh-huh. Pense à un pivot. Alors, Zubac. Non, l'autre. Non, Plumlee. Exactement, l'ancien de Denver. Très bien. Mason Plumlee. Ouais, et il en manque un. Alors, est-ce qu'ils ont mis un ailier? Plutôt poste 2, champion NBA avec Toronto. Poste 2, champion NBA avec Toronto. Oula. Ah oui, Norman Powell. Exactement, Norman Powell. Bon, c'était le quiz difficile. Ça va, tu t'en es sorti. Memphis, il m'a... Ouais, non, franchement, je suis épuisé, là. David Roddy, Ja Morant, Luc Kennard, Jake Laravia, Kenny Lofton, Russell Westbrook, Mason Plumlee, Terrence Mann, Eric Gordon et pas Dwight Powell, mais Norman Powell. On est sur du quiz de haut niveau, effectivement. Et donc on avance, quatrième joueur du jour, allons sur Malcolm Brogdon, si je peux te faire un peu le topo vite fait. 26 minutes par match en moyenne pour Malcolm Brogdon cette année, 67 matchs pour Malcolm Brogdon cette année aussi, 106 de true shooting plus, donc 6% au-dessus de la moyenne, sur 23% d'usage, et une saison d'ailleurs, je crois qu'il a eu le trophée de meilleur sixième homme, si je dis pas de bêtises. Pas un énorme temps de jeu, mais tout de même un remplaçant, j'ai noté avec, entre guillemets, aux accents de titulaire presque. C'est ça. Déjà, s'il a été sixième homme de l'année, ça veut pas dire grand-chose, cela dit, parce que souvent c'était le même profil et c'était pas toujours génial à avoir joué. Non, très très belle saison parce que je pense qu'il est ce que les Celtics s'attendaient. C'est-à-dire qu'il apporte vraiment un surplus de création en sortie de banc.
Il a été extrêmement efficace, comme on pouvait s'y attendre, parce que rôle moins important que ce qu'il avait eu à Indiana ou à Milwaukee. J'ai l'impression que dans la création, c'est peut-être une de ses meilleures saisons également. Et défensivement, là j'essaie d'à peu près d'assembler. Défensivement, c'est le Malcolm Brogdon qu'ils attendaient aussi. C'est un joueur du coup qui quand même a un changement crucial, c'est que il a toujours été titulaire depuis le début de sa carrière. Il a toujours été meneur titulaire. Là, il est un peu dans un rôle de 6e homme. Et pourtant, c'est le même joueur. Et je pense que c'est très bien pour eux parce que la présence de Derrick White et Marcus Smart fait qu'ils peuvent jouer avec plusieurs meneurs en même temps et donc ils ont toujours plusieurs créateurs sur le terrain. Voilà. En fait, je sais pas, sa saison, est-ce qu'elle est très différente de ce qu'on a toujours vu de Malcolm Brogdon ou pas? J'ai pas l'impression. Mais en fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a retrouvé dans un rôle un peu plus hybride, on va dire. Parce qu'au Bucks, on était plutôt sur un typé, on va dire, typé role-player, quoique parfois il était un peu créateur, mais on était surtout sur un 3&D d'élite, le meilleur de NBA, pas loin. Et ensuite, aux Pacers, il est passé directement initiateur à gros volume et initiateur principal d'attaque. Là, je trouve qu'on a peut-être trouvé un peu le bon compromis entre les deux, le bon mélange, on va dire. Entre celui qui peut faire un peu les deux, c'est-à-dire qui peut jouer avec les titulaires, un peu en joueur sans ballon ou un joueur de complément, et qui peut aussi prendre un peu plus le lead d'initiation d'attaque et de création avec la seconde unité, mais pas comme responsabilité de toute l'équipe, juste avec les remplaçants en fait. Oui, alors après, j'aimerais bien voir justement les rotations, comment elles se faisaient. Est-ce qu'il jouait vraiment beaucoup avec le banc ou est-ce que il était quand même pas mal associé au titulaire? Moi, j'ai l'impression qu'en playoff, il était quand même souvent associé au titulaire. Oui. Oui. Ou au moins à Jaylen Brown ou Jason Tatum. Non, mais c'est ça, oui, je pense que c'est un bon compromis pour lui. Et c'est vrai que c'est un peu étrange parce qu'on s'était habitué, moi je m'étais habitué à ce rôle qu'il avait à Indiana et pour moi c'était un titulaire vraiment très implanté. Là, on le voit avec moins de responsabilités, mais je trouve en fait, c'est juste qu'il est très équilibré. J'ai l'impression qu'il fait tout bien. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, il retrouve l'efficacité qu'il pouvait avoir à Milwaukee. Et dans le même temps, comme tu dis, ouais, il est un peu plus libre de ses mouvements, notamment avec la seconde unité. Donc non, j'aime bien cette version de Malcolm Brogdon. En fait, je la trouve pas exceptionnelle. Je pense que il est juste très bon. Voilà. Est-ce que la version d'Indiana, un peu moins efficace mais avec plus de responsabilités, tu l'aurais plus haut par exemple? J'aurais tendance à penser que oui. Quand même un joueur qui arrive à assumer, par exemple, comme ça pouvait être son cas, 28 à 30% d'usage, ouais, et à rester au-dessus de la moyenne NBA à l'efficacité tout en étant très très bon à la création. Moi, j'ai tendance à préférer la version d'Indiana, même si elle est moins létale. Et d'ailleurs, je me demande si le trade de Marcus Smart, c'est pas aussi parce qu'ils se disent qu'un Malcolm Brogdon avec plus de responsabilités peut faire mieux, quoi. Ouais, en fait, ils étaient trois en plus. Hein. Il y avait Derrick White aussi. Derrick White, Malcolm Brogdon qui peuvent totalement prendre le relais si Smart n'est plus là. Mais tu vois, il y a un aspect notamment où on le voit bien sur l'équilibrage. C'est déjà l'efficacité à 3 points. On a retrouvé le Brogdon meilleur shooter de NBA ou pas loin de Milwaukee où il était déjà élite. Là, on est de nouveau à 44% d'efficacité sur les catch and shoot à 3 points. Ce qui est le 11e meilleur de toute l'NBA parmi les joueurs qui sont à plus de 2 catch and shoot par match. Sur pull-up, je crois que c'est plutôt très bon aussi. Exactement, c'est très bon. C'est bon aussi sur pull-up, mais surtout, on a eu un rééquilibrage en termes de quel tir il prend, dans quel domaine et en quelle quantité en fait. Parce que tu vois, si on regarde non pas l'efficacité, mais le nombre des 3 points qui étaient assistés, à quel point les 3 points étaient assistés ou pas, on était à 66%. 66% des 3 points étaient assistés. Milwaukee, on était à 83, donc très très assisté et très, très catch and shoot. Indiana, on était à peine à 45, donc c'est-à-dire beaucoup de pull-up. Et donc là, on est un peu au milieu des deux, et avec ce profil très varié il peut faire un peu les deux, il est létal en catch and shoot, mais il peut aussi faire du pull-up, comme tu dis, et du pull-up de très bon niveau. Donc ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est assez valuable. Alors, c'est moins valuable, je suis d'accord avec toi, que quelqu'un qui aurait les rênes d'une attaque, mais voilà, il peut toucher à tout. Il y a ce shoot d'élite, il y a du drive qui est dans la moyenne en termes de production sur drive, il y a de la défense sur l'homme et loin du ballon qui est intelligente, il y a du passing à défaut d'être ultra créatif. Voilà, je trouve que d'ailleurs il a un niveau de passing et de créativité qui correspond mieux à ce rôle-là peut-être que quand il était initiateur d'attaque ou ouais.
C'est ça. Mais ouais, non, en fait, c'est vrai que c'est un peu le cas sur lequel je te l'avais dit avant qu'on enregistre. J'étais un petit peu, je savais pas trop comment le positionner parce qu'il y a une part de moi qui me dit qu'il a plus que ça en lui. Mais comme tu dis, peut-être que là, en fait, c'est le rôle idéal pour le joueur qui est Malcolm Brogdon. C'est juste qu'on était habitué à ce qu'il ait plus de responsabilités et donc on a l'impression que il est entre guillemets bridé. Oui. Ce que les statistiques ne montrent pas parce que il est dans la meilleure version de lui-même en termes d'efficacité. Et comme tu dis, effectivement, son niveau de création, on parle pas d'un Tyrese Haliburton, donc on n'est pas sur un joueur qui est bridé dans la création, dans ce qu'il fait là actuellement à Boston. Après, peut-être que j'aurais aimé le voir avec plus de temps de jeu. J'ai l'impression que globalement Boston joue très bien quand il est sur le terrain, et donc je me dis peut-être qu'en fait il faudrait plus de Malcolm Brogdon à cette équipe, quoi. Et donc, classement, où est-ce qu'on l'imagine? Alors, il y a un cas très très particulier, c'est que du coup Marcus Smart est déjà dans le classement. Ouais. Et c'est pas évident, je trouve, de classer l'un par rapport à l'autre, surtout parce qu'ils ont été coéquipiers. Mais j'aurais tendance à le mettre entre Kyle Anderson et Marcus Smart, donc à la 11e place. Ouais. Ok. Je sais pas ce que tu en penses. J'étais pareil, Ok. parce que j'avais Marcus Smart un peu en fourchette haute, pour le coup, parce que je pense que Smart a eu plus d'impact malgré l'inefficacité offensive, mais plus gros volume défensif, plus de On temps aime de beaucoup jeu. sa défense, Voilà. on va le dire. Ouais, et puis même en attaque, du connecting, etc. Donc voilà, même en termes de temps de jeu, tu vois, Brogdon, finalement, en plus, il y a eu des blessures et tout ça, mais ça m'allait d'avoir Marcus Smart un peu en limite haute. Après, c'est vrai qu'il y a des porteurs de balles intéressants là-dedans, entre Kyle Anderson et Tyrese Maxey. Ça me va de l'avoir au-dessus de Maxey. Tyrese Maxey, il est pas évident à placer. Ouais. Et du coup, la position, je trouve, où il est actuellement, c'est un peu une barrière entre... parce que, alors, pour ceux qui l'ont pas, il y a Kyle Anderson qui est 11 et il y a Clint Capella qui est 13. Ouais. Et Tyrese Maxey est au milieu et j'ai l'impression que c'est un peu la bordure entre deux... C'est ça, ouais. Non, mais on peut le mettre là. On peut le mettre là. Entre Kyle Anderson et Tyrese Maxey, ça te va? Ça me va. Ça te va? Ok, on peut faire comme ça. Parce que c'est vrai qu'après, pour le décrire, pour est-ce qu'on l'imagine là, après il y a Clint Capella qui est rim protection, mais avec un rôle assez réduit en termes de minutage notamment. Et après, c'est Harrison Barnes, KCP, Grant Williams. On est plutôt sur des types role players, alors que Malcolm Brogdon a quand même plus de création. Ok. Et donc, du coup, là, tu es en train de rigoler pour Jeremy Grant un peu bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, il s'est arrêté habilement au niveau de Jeremy Grant. Oui, mais je te connais, j'ai compris. J'ai compris. Mais effectivement, peut-être que ça vaudrait le coup d'en rediscuter, ouais. Ok. Bon, ben mettons-le là, Malcolm Brogdon. Donc, mettons-le vers cette place-là. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 29 janvier 2023. Plus facile. C'est un match en overtime, prolongation contre les Lakers, avec un lay-up très clutch en fin de prolongation pour un peu sceller le match. De LeBron James. Exactement, Lakers de LeBron James. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Patrick Beverley. Exactement, c'est Beverley qui se fait chasser par Brogdon et Brogdon va lui scorer sur la tête. Il y a Beverley, il y a LeBron James. Oui. Je crois qu'il n'y a pas Anthony Davis. Il y a Anthony Davis. Ah, il y a Anthony Davis? Ouais. Ok, il n'était pas blessé. Ok, très bien. Donc Anthony Davis. Est-ce qu'il y a Lonnie Walker? Il n'y a pas Lonnie Walker, nous sommes en janvier. Indice chez vous. Qui était là encore en janvier? Il était là en janvier, Lonnie Walker, il était même là à la fin de saison. Oui, mais je parlais d'un autre du coup. Ah, ok. Russell Westbrook? Exactement, Westbrook était sur le terrain. Ouais, parce que dans ma tête, il jouait pas dans le Money Time, mais en soi, oui. Et en plus, je crois qu'il est bon sur ce match-là. Il est plutôt très bon. Et le dernier, attends, si tu restes. Le dernier, c'est la fac de Oregon, que j'avais scouté. Oh, non, moi, les facs, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Troy Brown Jr.? Exactement, Troy Brown Jr. Je croyais qu'il est arrivé après, mais non, il est là depuis le début de saison. Ok, donc là, côté Celtics, on a Malcolm Brogdon, Oui. on a Jason Tatum, Oui. on a Jalen Brown, Oui. on a Lorford, Oui. et on a Grant Williams. Non, pas Grant Williams. Évidemment que non. Je me suis dit, c'est peut-être le piège. Rob Williams? Non plus. Non. Pense à Breaking Bad. Le fils du héros de Breaking Bad. Comment il s'appelle déjà? En plus, il le dit bizarrement parce que du coup, il est. Luke Cornett? Non. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le héros de Breaking Bad? Walter comment? Ah, Walter. Mais attendez, mais je vois pas du coup. Walter. C'est quoi son nom de famille?
White. Il y a Derrick White? Exactement, Derrick White. Ah, il joue petit, alors non, même je cherchais un intérieur à tout prix. Ok, très bien. Tatum, Je cherchais un intérieur à Brown, tout prix. Brogdon, Derrick White, Al Horford. Et de l'autre côté, Westbrook, Troy Brown Jr., LeBron James, Pat Beverley et Anthony Davis. Et donc finissons avec le dernier joueur du jour, la cerise sur le gâteau, le gros cas du jour bien entendu, c'est Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, 33 minutes de jeu par match, 52 matchs, à peine 52 matchs mais c'est quand même plutôt pas mal. 107 de true shooting plus 7% par rapport à la moyenne sur 27% d'usage. C'est vrai que pour te lancer, saison complexe parce que blessure au début et à la fin, mais entre les deux, c'était assez génial. Alors c'est ça, c'est qu'en fait ça a commencé et c'était un petit peu inquiétant, je trouvais. Ouais. C'est-à-dire que le voir partir d'aussi bas, il me semble qu'il jouait que vingtaine de minutes par match, mais vraiment tout paraissait pénible pour Kawhi Leonard à son retour et je me suis dit là c'est peut-être la première fois qu'une de ses blessures va avoir un impact sur la suite. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, on a retrouvé assez soudainement le Kawhi Leonard qu'on connaissait. Et en fait, c'est toujours un des meilleurs attaquants de la NBA assez aisément. Ouais. Il peut tout faire, c'est-à-dire qu'on est sur un scoreur aux 3 niveaux, qui a aucun problème à se frayer son chemin vers le cercle, qui est, j'ai l'impression, de plus en plus costaud et qui du coup arrive toujours avec autant de facilité, même s'il est peut-être moins rapide sur ses appuis, qu'il est moins, son premier pas est moins impressionnant, il arrive toujours sans problème à aller finir au cercle et avec une très haute efficacité. C'est toujours le shooter qu'on a connu et très très bon, notamment à mi-distance, ce qui là je trouve à l'heure actuelle a de plus en plus de valeur parce que les défenses sont tellement habituées à essayer de pousser les joueurs à prendre ce tir que les joueurs qui sont très très forts dans le registre du coup brillent d'autant plus. Et puis bon shooter à 3 points, donc j'ai l'impression que on est toujours dans l'élite de ce qui se fait en NBA dans la capacité à aller scorer. Comme tu dis, il continue de développer petit à petit son jeu de passeur. On sera jamais sur un joueur qui va manipuler les défenses, qui va faire des passes très compliquées, mais par contre, il sait exactement quand lâcher la balle et il sait faire en fait les lectures simples de base. Et du coup, c'est un des meilleurs créateurs de cette équipe des Clippers. Et puis défensivement, on a tout. Alors plus le joueur élite qu'il était à San Antonio, mais on a toujours le joueur qui va faire le travail qu'on lui demande. Ouais. Donc on reste en fait sur une des superstars les plus complètes et peut-être le meilleur, un des 2-3 meilleurs scoreurs NBA aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'à cause des blessures, on va avoir tendance à dire oui, mais Kawhi Leonard, faut prendre des pincettes. D'ailleurs, comme tu dis, ça commence par une blessure, ça finit par une blessure. Très frustrant de ne pas l'avoir vu en play-off alors que ses 2 premiers matchs étaient impressionnants. Mais pour moi, il est encore dans le top 5, top 10 NBA très très facilement. Est-ce que si Kawhi Leonard n'est pas blessé, Denver est champion? Alors, je pense que oui, mais pour des raisons de match-up. Oui, c'était juste pour la blague. Non mais je préfère, on sait jamais. Non mais alors juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, au début, donc il fait le premier match de la saison en prime time contre les Lakers, et t'as l'impression qu'il est un peu revenu pour ça, juste pour le côté match à la télé, quoi. Parce qu'il fait ça, match à Sacramento juste après, il le joue pas. Et je crois qu'il fait le match à Phoenix juste après, pareil 20 minutes également, et il sort du banc là encore. Je trouve que ça devait être aussi un match à la télé. Et ensuite, il joue pas, il est inactif pendant plein de matchs. Il disparaît. Exactement. Ouais. Et il réapparaît que finalement début décembre. Et là, il commence à enchaîner les plus de 30 minutes par match. Mais ouais, du coup, presque le retour diplomatique, quoi, tu sais, pour les audiences, il est revenu pour les premiers matchs, quoi, pour la TV. C'est ça, mais du coup, c'était inquiétant. C'était inquiétant parce qu'il me semble qu'il reparle d'une alerte au genou après juste 40 minutes jouées. Et là, on se dit, oulala, peut-être qu'en fait, c'est le début de la fin. Ouais. Et en fait, quand il revient, comme tu dis, très rapidement, on se dit, ah ok, c'est bon. En fait, Kawhi Leonard est toujours Kawhi Leonard. Ouais. C'est bon, et avec ce paroxysme atteint dans les playoffs où il était incroyable pour le coup, avant de se blesser, ouais.
Et surtout quand tu sais que, enfin, quand on te dit qu'il était déjà blessé, qu'il avait déjà une entorse au genou dans le second match et que tu vois qu'il arrive à mettre carrément 40 points, et là tu te dis ok, enfin, je sais pas toi comment tu le vois aujourd'hui, mais est-ce qu'on est d'accord que dire qu'il est encore top 5 NBA? Pour moi, on est au paroxysme de son niveau offensif, je pense, parce qu'on est un peu à la croisée de tous les mondes, c'est-à-dire que il y a une maturité physique où il est moins explosif et moins vif peut-être, mais comme tu dis, il a une puissance et surtout il aujourd'hui des qualités physiques très fonctionnelles. C'est-à-dire que non seulement il est puissant, mais il a aussi développé le dribble et l'équilibre pendant le drive pour être en fait inarrêtable. Donc ça c'est génial. Donc maturité physique, plus à croiser des chemins aussi avec le toucher de balle et le jump shot qui s'est amélioré avec les années. Donc là aussi on est pas mal là-dessus. Je crois que j'avais noté les chiffres, il est 48% sur les longs tirs à 2 points, ce qui est énorme, et 42% sur les 3 points. Donc ça, plus le développement de son passing aussi. Comme tu dis, ce sera jamais LeBron ou Doncic, mais on est sur un passeur bien plus complet que ce qu'on a pu avoir auparavant. Sur drive, du coup, au niveau de l'efficacité, 5e de NBA parmi les drivers à gros volume, avec plus de 1,31 points par tir sur drive, c'est énormissime. Enfin voilà, il y a à peu près tout. Il y a le drive inarrêtable, élite. Il y a les longs tirs de points, élite. Il y a le 3 points de très haut niveau. Il y a les lancers francs. Franchement, je pense qu'on n'a jamais eu une version aussi forte offensivement de Kawhi Leonard. Et c'est peut-être là-dessus aussi où les blessures sont un peu frustrantes, quoi. C'est ça. Et en plus, comme tu dis, il y a ce dribble qui est de plus en plus fonctionnel et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort dans cette capacité à aller driver et à arrêter, en fait, à s'arrêter complètement et à prendre son tir à mi-distance. Je l'ai jamais vu aussi fort aussi dans ce genre d'action et ça le rend particulièrement dangereux parce que les défenses abandonnent assez facilement le tir à mi-distance. Ouais. Et du coup, Kawhi Leonard, aujourd'hui, je pense, enfin, moi, je vois 3 joueurs au-dessus de lui éventuellement en NBA, mais j'aurais du mal à mettre plus, quoi. Mais je pense qu'on est vraiment à la bonne croisée des chemins, comme je dis, parce que on sait que le shot-making, ça vient petit à petit avec l'âge, mais là, on est pile au moment où il y a le shot-making de haut niveau, et en plus, il n'est pas encore encore du physique. Voilà, exactement, il y a encore le physique, ouais. Et ce qui m'inquiète un peu, en tout cas, la déception, c'est que tous les indicateurs au niveau du retour de blessure étaient bons, c'est-à-dire il va toujours au panier, il est efficace au panier, il prend des lancers francs, voilà, il avait pas l'air affecté par la blessure, en tout cas par la première, mais là, qu'est-ce qui va en être après l'autre grosse blessure maintenant des playoffs? C'est un peu inquiétant. Là, mais là, c'est quoi? C'est quoi? C'est une entorse au genou? Il n'y a pas plus que ça, non? Je crois que c'est ça aussi, mais tu sais, quand il avait fait ça aussi, playoff 2021, c'était pas censé être grave non plus. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est toujours le doute, quoi. On n'est pas sur peut-être le roster le plus frustrant des 5 dernières années. Ouais, parce que j'ai l'impression que ils peuvent faire tellement de choses et malheureusement, ils vieillissent et on n'a toujours pas vu ce qu'ils pouvaient donner, quoi. Il y avait Boston 2019 aussi, tu sais, avec Irving, avec le retour d'Hayward, avec les jeunes, avec Tatum, Marcus Morris. Il y avait un effectif très dense. Aaron Baines en backup pivot, tu te rends compte, Aaron Baines en backup pivot. Bref, non, mais... Et après, sur le côté défense, c'est vrai qu'on n'a plus du tout le rayonnement de défense collective qu'on a pu avoir aux Spurs. Autant là, c'est son pic offensif pour moi, c'est actuellement. Autant le pic défensif, c'était plutôt 2016, on va dire. Ouais, j'aurais dit 2016-2017. C'est ça, ouais. Mais on est tout de même avec sur le ballon, en défense sur l'homme moins actif, mais sur le ballon toujours aussi fantastique dès qu'il peut l'être. Donc voilà, et donc niveau classement, quelle est ta fourchette haute et basse du coup? Alors ma fourchette haute, c'est premier. Ouais. Et ma fourchette basse, c'est deuxième. Ok. Donc c'est fourchette basse derrière Tatum. Ouais, je dirais ça. Et effectivement, ces blessures qui viennent un petit peu ternir tout ça. Là où avec Jason Tatum, t'as peut-être la star la plus disponible des 5 dernières années. Mais sinon, en termes de jeu, j'ai l'impression que là, sur les joueurs qui sont là, il n'y a personne qui est à ce niveau-là à l'heure actuelle, quoi. Blessure mis à part, effectivement, je pense que je suis assez d'accord pour que Kawhi est au-dessus. Et du coup, c'est un peu le classement du jour. On prend pas trop en compte les blessures. Comment tu ferais l'argumentaire pour essayer un peu en faveur de Kawhi? Pourquoi est-ce qu'il est légèrement au-dessus de Tatum? J'ai l'impression que son scoring est quand même beaucoup plus polyvalent et qu'il est actuellement, comme on dit, ce niveau de maîtrise qu'il a sur son dribble, sur sa capacité à se mouvoir offensivement, elle me paraît quasiment sans équivalent aujourd'hui en NBA sur ce poste-là. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'elle est sans équivalent à ce poste-là.
Et c'est en fait ce qui est un peu bizarre, peut-être, c'est pour Kawhi Leonard, c'est qu'il a pas le rayonnement offensif de ces joueurs qui ont la double casquette comme Luka Doncic ou Nikola Jokic, qui sont à la fois d'excellents créateurs et d'excellents scoreurs. Mais du coup, Jason Tatum ne l'a pas non plus, en mon sens. Oui. Je sais pas je sais pas comment tu vois sa création à Jason Tatum, mais j'ai l'impression que tu sois à peu près équivalent. Oui. Par contre, je pense qu'une défense craint plus le fait que Jason Tatum se mette à attaquer. Là où on va plus craindre éventuellement le fait qu'il pull up, mais ça, Kawhi Leonard peut le faire aussi, quoi. Je pense qu'effectivement, on est sur des profils très similaires, mais je mettrais légèrement l'accent, léger avantage sur Kawhi, qui, à mon avis, peut prendre un peu plus cette casquette héliocentrique quand il le faut, à mon avis. Exactement, et peut-être aussi le côté sur balle en main. C'est ça, ouais. Il est arrivé à un niveau de maîtrise que n'a pas encore Jason Tatum. Peut-être qu'un jour Tatum sera un équivalent offensif de Kawhi Leonard au même âge. Peut-être l'an prochain même d'ailleurs. Peut-être même dès l'an prochain, effectivement. Parce qu'au final, même son développement, je trouve offensivement, il se fait un petit peu dans le même sens, mais avec un peu quelques années d'avance. C'est-à-dire qu'il devient plus costaud, il devient plus fort pour aller au cercle. Donc j'ai l'impression qu'ils sont très très similaires, mais qu'aujourd'hui dans ce registre, ni Kevin Durant ni Jason Tatum sont au niveau de Kawhi Leonard. Je pense que l'argumentaire pour Tatum, pour faire un peu l'avocat du diable, ce serait, je trouve un peu mieux sans ballon. Je pense qu'il est un peu mieux sans ballon et surtout plus complet défensivement aujourd'hui. Peut-être pas aussi bon que Kawhi quand il veut sur séquence, mais la défense off-ball de Tatum est peut-être un peu plus active que Kawhi actuellement. Effectivement. L'âge notamment aidant à avoir plus d'énergie, ouais. Ce serait un peu ça l'argumentaire inverse pour ceux qui nous écoutent et qui s'arrachent les cheveux, les fans de Boston, on est désolé. Mais non, effectivement, je mettrais un peu Kawhi un peu plus implacable cette saison, j'ai l'impression, plus efficace, et plus capable, comme dit, de prendre des accents héliocentriques quand il faut, quoi. Je trouve. Donc, ok, on peut le mettre là, sachant que si on prend en compte les blessures, c'est plus la même histoire non plus. Non, mais c'est ça, surtout que là, pour le coup, Jason Tatum, comme je disais, il ne manque pas de match. Et du coup, je comprends que des gens puissent se dire, mais non, aujourd'hui, Tatum, il est devant Kawhi Leonard. Mais n'oublie pas que c'est juste qu'on le voit pas assez, Kawhi Leonard, mais si on le voit et qu'on a vraiment envie de le voir jouer, comme je disais, pour moi, même Kevin Durant, aujourd'hui, il est en dessous, quoi. Sachant aussi que si on avait décidé de se prendre la tête pour qui a de facto accumulé le plus de valeur, on va compter le nombre de matchs, bah oui, Tatum aurait été devant, évidemment. Mais c'est quand même moins marrant de compter les matchs que de... C'est ça. C'est comme si on faisait un top 100 de la décennie dernière et on s'amusait à compter les saisons plutôt que le niveau intrinsèque. Ça serait complètement dingue. Ouais. Il paraît que certains l'ont fait. Ok. Ouais, il paraît que certains l'ont fait. Hein. Mettons-le là. Et puis, petit quiz, donc pour finir, petite trivia. Nous sommes encore en mars, d'ailleurs, le 9 mars 2023. C'est un poster dunk sur Jakob Poeltl, donc, contre Toronto. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment où Kawhi Leonard postérise notre ami Jakob Poeltl? Alors, je vais commencer du côté des Raptors. Fred VanVleet. Oui. Gary Trent Jr. Est-ce qu'il y a Gary Trent? Non. Scottie Barnes, je vais essayer d'avancer. Scottie Barnes, c'est là, oui. Jakob Poeltl. Oui. Pascal Siakam. Oui. Ok, donc j'en ai 4. Et là, ça se complique. Il te manque l'ailier original. Ah, Anunoby? Exactement. The OG. Ok, très bien. Et côté Clippers, du coup? Côté Clippers, Russell Westbrook? Non, ce n'est pas Westbrook. Est-ce que Paul George est là? Oui, nous sommes juste avant la blessure de Paul George. Très bien, Paul George, Kawhi Leonard. Je retente les Plumlee? Ce n'est pas Plumlee, donc c'est... Donc c'est Zubac. C'est Zubac. Ce n'est pas Westbrook, donc c'est... Bah c'est ça que je me... oh non, c'est Bones Hyland? Ah non, un vrai joueur, un vrai bon joueur, je veux dire. Un vrai joueur. Terrence Mann? Exactement, Terrence Mann. Ok. Puis... Et là, il me manque quoi, un ailier? Un poste 2 qui actuellement, je crois qu'il est parti aux Suns. Un vieux. Un ancien des Clippers, première période avec Blake Griffin, Eric Bledsoe, DeAndre Jordan. Eric Gordon? Exactement, Eric Gordon. C'est Eric Gordon. Ah ouais, ok. Ah oui, ouais, ok. Défensivement, ça devait pas être... Pas forcément, effectivement. Mais en même temps, quand tu joues contre les ailiers défensifs des Raptors, est-ce que tu as besoin de... Oui, c'est clairement. Il n'y a pas besoin de toi-même de défendre, vu qu'eux, ils savent pas trop attaquer. C'est ça. Bon voilà, c'est en tout cas ça pour ce petit quiz. Et donc je rappelle peut-être rapidement le classement.
25, ouais, ça se fait 25 encore. Allez. Ça se fait. Kawhi Leonard est rentré à la première place. Ensuite, on a Tatum, James Harden, Trae Young, Paul George, Rudy Gobert, Bradley Beal, Jaylen Brown, Evan Mobley et Aaron Gordon, qui est dans le top 10. Ensuite, Miles Turner, Wendell Carter Jr., Marcus Smart, Kyle Anderson, Malcolm Brogdon, Tyrese Maxey, Clint Capella, Harrison Barnes, Kentavious Caldwell-Pope et Grant Williams pour le 10 à 20. Et on finit avec 21 à 25, Jeremy Grant, qui peut-être devra bouger. Il y a un problème, franchement. Quentin Grimes, Russell Westbrook, et le cas hyper compliqué de Westbrook, Gordon Hayward et Buddy Hield. Eh bien voilà, c'est un travail bien fait avec un spécialiste de l'exercice. Merci beaucoup, Jérémy, d'être passé sur le Basket Lab. Bah merci également, c'était cool. Franchement, je m'en sors bien à chaque fois sur les joueurs. Je trouve qu'on a des noms vachement sympas. Et puis content d'avoir eu Kawhi Leonard parce que sa saison est vraiment incroyable et je trouve qu'on le dit pas assez. Ouais. Donc merci pour l'invitation. Écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite parce qu'il t'en reste encore un petit paquet. Oui. Ça va pas être simple, comme on dit. Ça va pas être simple, ouais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour déjà le 5e numéro, on est déjà arrivé à peu près au quart de notre série. En même temps, on est déjà fin août, il ne nous reste plus que 2 mois pour arriver à tout boucler, mais ça devrait le faire, je pense, puisque la reprise de la NBA est fin octobre. Donc voilà, encore une fois, comme d'habitude, on se donne rendez-vous sur le Discord pour voter ou pour discuter des choix qui ont été faits. Et évidemment, notre fameux Discord toujours très actif. Et donc, de notre côté, pour le prochain numéro, très simplement, on se retrouve pour le 6e numéro de La Syllabe, avec un nouvel invité. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Jérémy d'être revenu sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.